Bonjour tout le monde. Comme Maureen a dit, je m'appelle Alyssa Alter. Je suis membre du conseil d'administration de CNET. Je suis vraiment très contente d'être là aujourd'hui, essentiellement comme présentatrice de Tolar Boyajian, notre prochain conférencier, qui représente le Dr Diana Mittner, chercheur principal de notre projet, qui ne peut être nous fait une maîtrise en sciences au département de politique de la science, politique de la santé, gestion et administration à l'Université de Toronto. Et Tolar sera aidé par Armin Pargomian, qui est étudiant en médecine à l'Université du Western Ontario. Et il va obtenir son diplôme en 2010. J'ai eu le plaisir de travailler avec Tolar et un petit groupe de patients atteints de TNE et d'aidants sur un projet que nous avons appelé la voix du patient. C'est un projet simple, mais il nous a semblé très approprié à l'époque parce que nous savons, d'après notre expérience personnelle avec la maladie, qu'il y a beaucoup de patients chez nous dont les voix doivent être entendues parce qu'ils sont très frustrés d'avoir été mal diagnostiqués dans bien des cas. Alors, Tolar et Norman ont travaillé sur l'analyse des résultats et avec Diana Mittner, on en fait la matière de la présentation d'aujourd'hui. Accueillons nos conférenciers qui vont parler du projet patient. Merci Alyssa. Bonjour à tous et à toutes. C'est nous qui présentons évidemment, mais il y a d'autres qui ont participé à cette recherche. Tout le monde connaît Maureen Coleman. Il y a aussi le docteur Bates, Gail Bates, et Alyssa Alter, au fond de la salle, et Jim Cormos, qui n'est pas là en ce moment, mais il a également participé, et aussi Diane Roto. Bon, le rythme doit être accéléré, évidemment. Nous pourrions prendre beaucoup de temps parce que nous sommes très passionnés par ce sujet, mais dans l'intérêt de sauver du temps, on va aller vite. Je veux simplement dire que Armin obtient son diplôme de médecine cette année et je vais commencer à faire mes études de médecine en septembre. Et la recherche médicale et l'intervention médicale est très importante pour le milieu des TNE. Alors nous allons travailler fort pour que les patients obtiennent des meilleurs soins que notre système peut leur donner. Alors, le point de vue des patients et des soignants dans les difficultés de diagnostic et de traitement des tumeurs carcinoïdes. Est-ce qu'on peut reculer? Bon, les conflits d'intérêts, cette étude a été financée par une subvention sans restriction de CNET Canada. Les frais de déplacement ont été couverts par Lawson Foundation. Nous n'avons obtenu aucun fonds d'une société pharmaceutique. Alors, qu'est-ce que c'est que les TNE? Je vais aller très vite parce qu'on en a parlé longuement ce matin. Nous savons que les TNE à partir de cellules du système neuroendocrinien qui se trouvent un peu partout dans le corps. Les tumeurs carcinoïdes sont la manifestation la plus fréquente, elles peuvent être fonctionnelles ou non fonctionnelles. Et les fonctionnelles peuvent provoquer des syndromes carcinoïdes. Et ça aussi, on l'a vu, on devrait dire incidence et prévalence. Bon, les taux d'incidence sont donnés ici, ce sont des données de 2003. L'incidence augmente depuis. Donc il y a là une sous-estimation des incidences. Et en 2020, on pouvait avoir 8 cas par 120 000. Maintenant c'est environ 35 personnes par 100 000. Et l'augmentation de l'incidence est attribuée à une meilleure diagnostic et aussi au vieillissement de la population. Bon, nous allons passer ce point rapidement parce que ça a été déjà présenté par des gens mieux placés que nous. Bon, l'objectif de l'étude est d'étudier les expériences des patients, tant personnelles que médicales, par rapport au diagnostic et au traitement de leur TNE.
et aussi d'étudier l'expérience des soignants ou des aidants. Et nous avons voulu circonscrire des domaines où on pourrait apporter des améliorations aux soins complets offerts aux patients atteints. Donc, servir de forum pour les patients et un mécanisme pour donner du feedback aux soignants et aux aidants. Bon, la méthodologie, 3 groupes de réflexion ont été formés de patients et un groupe de soignants, d'aidants. Les participants ont été choisis à même la liste de membres de CNET Canada et notre méthodologie a été soumise à une étude éthique. Nous avons déterminé si nos participants convenaient, s'ils pouvaient s'exprimer et être à l'aise dans ce contexte. Une animatrice professionnelle a donné de son temps et avec son aide, nous avons préparé un guide d'entrevue avec des questions générales et précises à propos de l'expérience des patients avec la TNE. Nous avons tenu nos entrevues dans une salle avec un miroir sens unique et ont été enregistrées. Nous avons également transcrit toutes les entrevues et évidemment l'information a été gardée de façon confidentielle à l'université. À partir du moment où nous avons eu nos bandes et nos transcriptions, nous avons fait les comparaisons. 5 personnes ont lu les transcriptions et ont dégagé les thèmes. Et ensuite, on a organisé des discussions sur les thèmes. Voici les données démographiques sur les patients. Comme vous pouvez les constater, on a voulu comprendre différents types de TNE. Et si vous regardez le nombre d'années entre les signes et symptômes et le diagnostic, dans certains cas, environ la moitié ont été diagnostiqués en dedans d'1 an. C'est une bonne nouvelle, mais dans certains cas, il a fallu 20 ans pour être diagnostiqué. Comme il a été dit, nous avons pris les bandes audio et nous avons analysé pour essayer d'en tirer les thèmes les plus importants ou les thèmes récurrents et nous les avons catégorisés. Bon, d'abord les expériences des patients en tant que telles, les expériences des aidants, les questions soulevées par les patients par rapport à l'organisation des soins de santé, de nature systémique, et puis les questions posées, soulevées par les patients à propos de leurs médecins. Et on va citer certains propos réels des patients à titre d'illustration. D'abord les patients, mauvais diagnostic ou difficulté du diagnostic. Les patients, dans une très forte majorité, se sont dit frustrés par le délai, le temps qu'il a fallu pour être diagnostiqué. Non seulement le temps nécessaire pour diagnostiquer, mais le nombre de médecins qu'ils ont dû consulter en chemin. Des omnipraticiens, des endocrinologues, des gastroentérologues, et ainsi de suite. Tout ça en partie à cause des symptômes vagues et du caractère indolent des tumeurs. Mais les patients étaient très frustrés par le fait que ce retard a permis aux maladies de se développer, du moins potentiellement, et plutôt on diagnostique meilleur et le pronostic. La plus grande différence entre les tumeurs neuroendocriniennes et les autres cancers, c'est le temps de diagnostic. Si on m'avait diagnostiqué plus tôt, j'aurais eu des symptômes beaucoup moins importants, j'aurais pas été si malade. J'ai eu beaucoup de médecins de thèse pendant 10 ans. La majorité des gens ne découvrent pas que les tumeurs sont là avant qu'elles sont tellement crues, qu'ils se sont tellement propagés que c'est presque impossible. Tout n'est pas négatif. Un patient a dit j'ai une expérience positive. À partir du moment où ça a été diagnostiqué, j'ai été vu par un spécialiste, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Peut-être que c'est parce que le médecin avait vu cette maladie avant et savait quoi faire. Alors, la détresse financière, bien sûr, comme dans tout cancer qui peut être très débilitateur, les patients ont trouvé que c'était très difficile de garder un emploi, alors qu'ils avaient des problèmes de diarrhée et de rougeur. Et bien sûr, ceci, c'est ceux avec des syndromes
et des tumeurs qui fonctionnaient. Alors également, bien sûr, ils avaient besoin de temps de voyage pour aller à des centres de traitement qui étaient souvent très loin. Et ça, on va en parler un peu plus loin par rapport aux centres d'expertise. Et les jours de maladie étaient très rapides à être utilisés et le temps de vacances également. Il a fallu que j'arrête de travailler. Je ne voulais pas prendre ma retraite, alors ça m'a coûté des problèmes financiers. Les gens que j'ai vus avec le cancer colorectal, ils arrêtent de travailler pendant 6 mois et ensuite ils y retournent, mais moi je ne peux pas. J'ai perdu mon emploi, il a fallu que je paie pour mes médicaments, je n'ai pas reçu d'argent de la part du gouvernement et pas de CPP. Alors, tout et partout, j'ai tout perdu. Le manque de certitude était un gros facteur aussi. Beaucoup de patients sentaient qu'il était très difficile de prévoir la prévision de progression de leur maladie et que par rapport à ça, ça faisait en sorte que prendre des décisions de vie, c'était très difficile, alors que ce soit une planification de vacances familiales ou de temps de famille, c'était très difficile et presque impossible à faire tant que le diagnostic n'était pas posé. Mon médecin m'a dit 6 mois ou 10 ans. On ne sait même pas. On ne peut rien planifier de manière correcte. Moi, je ne tombe pas enceinte tant qu'il ne sera pas fort, parce que si je suis enceinte, je ne pourrai pas travailler, je n'aurai pas d'argent. Mauvaise qualité de vie, bien sûr, cela s'applique à tous les patients du cancer, mais c'est également très significatif pour les personnes qui souffrent de ces syndromes de symptomologie, comme par exemple carcinoïde. On ne peut pas faire de plan, on ne peut pas quitter la maison. Et l'autre problème, c'est les tumeurs neuroendocrines peuvent être à très long terme, comme les choses qu'on a discutées, parce que c'est pratiqué sur une longue période de temps. Alors la qualité de vie des patients est sacrifiée sur une longue période de temps. Et ceci, je suis fatiguée tout le temps, ça me vide, ça ne m'avait pas affectée jusqu'à maintenant. J'ai eu de la chance. C'est réconfortant de savoir que j'ai un certain montant de temps. Les dernières 8 années ont été les meilleures années de ma vie. Ça continue, ça continue, ça continue, ça n'arrête jamais. Pas une chirurgie et c'est terminé. À tous les jours, ça empire. Il n'y a pas de cure, de guérison comme pour les autres cancers. Les gens se sentent seuls. À cause des différentes manifestations de tumeurs, il y a un membre de communauté des symptômes. Alors, il y a beaucoup de patients qui ont dit qu'ils n'avaient pas le même sentiment d'unité que l'on trouve, par exemple, dans d'autres groupes de gens qui souffrent de cancer. Mais qu'il y avait un soutien général en forme de la société. Les tumeurs neuroendocrines, ils se sentaient isolés par rapport au soutien spécifique pour leur symptomologie ou leur tumeur en particulier. Et il y a un manque de compréhension de la part des familles parfois ou du public en général à cause de la rareté de la maladie elle-même. On travaille très fort pour ne pas avoir l'air malin. Je ne veux pas que les gens sentent de la pitié pour moi. D'autres formes de cancer sont bien publicisées. Alors la prostate, le cancer du sein, etc. Mais les TNE, personne ne les connaît. C'est vraiment une honte que personne ne les reconnaisse. C'est comme si on n'avait pas vraiment cancer. Ah, alors vous avez un truc un peu bizarre. Le rôle des groupes de soutien. Alors il faut réellement, c'est très important. Il y en a qui ont trouvé que c'était très positif d'avoir des groupes de soutien et d'autres ont trouvé que c'était pas autant le cas. C'est important de parler de la maladie librement, de parler de traitement et de procédures. Et beaucoup de gens sont allés à ces sessions pour apprendre au sujet des différentes options qu'ils auraient pu avoir, même au niveau international. Moi, je n'y vais pas. Je ne veux pas penser de temps à apprendre des choses au sujet de ma tumeur. D'une certaine manière, je veux être mieux éduquée. Mais ma vie est remplie avec un emploi à temps plein et un mari qui voyage. Alors, le réconfort dans la religion. Je ne sais pas comment les gens peuvent faire face à tout ceci s'ils ne retrouvent pas réconfort dans la religion. On continue à cause de cette croyance. Le rôle de ceux qui fournissent les soins, ça donne un soutien émotionnel, psychologique et même physique parfois. Également, ils jouent beaucoup de rôles. Ils sont des experts presque médicaux parce qu'ils apprennent beaucoup de choses sur la maladie, ils font beaucoup de recherches très souvent. Et très souvent, c'est la personne qui dépend le patient par rapport aux accès aux ressources. Ah, est-ce qu'on peut retourner en arrière, s'il vous plaît? Également, ils agissent en tant que soutien pour la famille, qui répondent aux questions difficiles de la part de la famille, comme par exemple, est-ce que ma maman, est-ce que va être correcte, est-ce que maman va survivre? Moi, je trouverais presque impossible de ne pas avoir la personne qui prend soin de moi. Après un rendez-vous, je demande à mon fils ce qui s'est passé. Je deviens tellement tense. Non, je me rappelle de rien, je ne pourrais pas y aller seule. Je ne sens pas que je suis suffisamment intelligente. En tant que personne qui donne des soins, il faut devenir un recherchiste. Mon rôle, c'est de comprendre le langage.
le patient n'entend pas tout. On essaie de donner des informations. On veut savoir ce qui se passe et on pose des questions qu'eux ne posent pas ou qu'ils oublient de poser s'ils sont en état de choc ou ne veulent pas déranger le médecin. Maintenant, la prochaine sous-catégorie, c'était de la perspective des gens qui donnent des soins. Alors, bien sûr, un aspect majeur, c'est de se sentir complètement à l'envers lorsqu'il y a un diagnostic de tumeur neuro-endocrine. Et à cause de la longue histoire naturelle de la maladie, eh bien, la vie change dramatiquement à travers cette période de temps. La fatigue, la frustration, beaucoup des sentiments qu'ont les patients, bien sûr, la personne qui prend soin d'eux le ressent également par rapport au traitement, etc. Il faut que je change ces dépenses. Elle a environ de 10 à 15 périodes de diarrhée par jour. J'ai été voir mon médecin de famille. C'était comme si mon mari était mon bébé lorsqu'il est arrivé à la maison après la chirurgie. Moi, je suis pas mal tough, mais avoir à travailler et donner tous les soins de manière primaire, j'étais tellement en colère contre cette maladie. Maintenant, les problèmes avec le système de soins de santé perçu par les personnes qui sont malades, eh bien, il y a un manque de financement. Si on n'a pas de recherche, si on n'a pas de finances, on n'a pas de recherche et on n'a pas de guérison. Et on est vraiment en colère contre les personnes qui font des levées de fonds. Je suis désolée des gens qui meurent du cancer de la prostate, mais nous aussi on meurt de cancer. Et nous, on se sent négligés. La technologie et les médicaments. À cause de la disponibilité limitée de certains médicaments au Canada, certains patients sont forts avec des ressources financières, vont chercher des traitements ailleurs, que ce soit à cause d'un aspect de financement ou des médicaments qui ne sont pas approuvés ici. Des plus petites tumeurs ne sont pas détectées à cause d'un manque de technologie de fine pointe, des choses qui pourraient avoir des capacités meilleures. Peut-être que certains patients n'ont pas eu accès à ces choses-là ou bien n'ont pas été qualifiés pour ces examens. Et aussi, une information incomplète sur l'étendue de la maladie peut mener à des traitements inappropriés. Alors, dépendant du statut de leur tumeur, de leur métastase, bien, ça peut jouer un rôle pour le traitement de certains des patients. Lorsque on m'a fait une tomodensitogrammie au Canada, ils ont vu 2 tumeurs. En Suède, ils en ont vu 10. Alors, le manque d'algorithmes et de protocoles. Beaucoup de patients voient qu'il y a un manque de traitement, de régime universel. Ils ont trouvé que c'était vraiment très confus. Il y a des lignes directrices au Canada, aux États-Unis et en Europe, et parce que les patients ont accès à l'Internet, et ils font beaucoup de recherches et ils sont en communication entre eux, eh bien, ceci peut être très confus parce qu'ils entendent parler d'autres personnes qui reçoivent des traitements différents. Et c'était pas du tout clair pour eux la raison pour laquelle ils recevaient un algorithme de traitement spécifique par rapport à l'autre. J'ai une femme qui a eu le cancer du sein de même que le TNE. Avec le cancer du sein, il y a un système, il y a un processus, on est diagnostiqué, on a une opération et ensuite on a la chimiothérapie ou la radiothérapie. Mais les TNE, c'est complètement différent. Il n'y a rien de dit, bon ben voilà, on identifie ça ici, on traite ça ici. Également, les thèmes par rapport aux médecins, un manque de connaissances. Les patients sentaient que beaucoup de médecins au niveau de soins primaires avaient une connaissance limitée des TNE. Les patients sentaient qu'il fallait qu'ils aient en Europe pour avoir des soins où il y a des centres d'excellence désignés qui donnent un certain accès à certains traitements. Et les patients et les personnes qui prenaient des soins se demandent pourquoi l'Europe est tellement plus avancée par rapport à leur compréhension et leur traitement des TNE. Et ces patients ont compris que beaucoup de ces choses étaient reliées à la rareté de la maladie, mais c'est quand même quelque chose de très frustrant lorsqu'on est un patient avec une tumeur neuro-endocrine. Beaucoup de médecins ne savent même pas c'est quoi le syndrome carcinoïde. J'en connais plus au sujet des carcinoïdes que mon médecin. C'est lui qui me pose des questions. Un médecin m'a dit que le carcinoïde n'était pas le cancer, que c'était pas malin et que je n'avais aucune préoccupation à avoir. Avoir de bons soins, on dirait que c'est vraiment un coup de chance. La résistance des médecins à l'information et la recherche de la part des patients. Les patients sentaient qu'il fallait vraiment qu'ils se défendent eux-mêmes pour avoir une expérience plus positive. Et d'autres patients sentaient que leur médecin ne voulait rien savoir au sujet d'autres traitements. Mon médecin est en train d'enseigner à ses étudiants basé sur mon cas. Il dit que si je trouve de nouveaux matériaux, est-ce que je pourrais le lui remettre? Il veut que ces patients soient impliqués. Si on leur apporte de l'information, ils disent qu'ils n'ont pas le temps de lire le matériel. Il y a des patients qui sentaient que leurs préoccupations étaient balayées du revers de la main.
Il y a différentes opinions au sujet de l'attitude des médecins, bien sûr, mais il y en a qui sentaient que c'était balayé du revers de la main, et d'autres sentaient que leurs médecins les voyaient comme une personne avec une valeur en tant qu'être humain. Il y a un manque de compétences en termes de savoir écouter. On ne nous voit pas comme étant un égal. Mon expérience à moi était différente. Les médecins que j'ai été voir m'ont toujours écouté. Je trouve que mon médecin a vraiment pris soin de moi. La territorialité. Certains médecins ne veulent pas faire un suivi de patients pour les gens qui ont été vus ailleurs. Alors par exemple, s'ils ont été mis sur certains médicaments à l'extérieur du Canada, ici ils ne veulent pas leur donner ces médicaments-là. Par contre, il y a des gens qui ont trouvé que les médecins étaient très réceptifs à des soins alternatifs. On m'a dit que d'arrêter de prendre médicaments qui avaient été prescrits à l'extérieur, d'essayer quelque chose ici. Mais pourquoi j'essaierais quelque chose qui fonctionnait? J'ai été en Angleterre 3 fois. Ça a été préapprouvé par le ministère de la Santé, référé par mon médecin, et c'était une autre expérience positive. Manque d'éducation des patients. Beaucoup de patients pensaient que les médecins ne passaient pas assez de temps avec eux pour les éduquer, que c'est vraiment à eux la responsabilité de découvrir des choses au sujet de la maladie et des traitements. Et ils sentaient que également, s'ils n'ont pas un bon ordinateur, ils n'ont pas accès aux informations qui sont sur l'Internet, et bien sûr, le drain d'énergie sur les patients est très important. Ma femme était en ligne toute la nuit, mais si vous n'êtes pas ce genre de personne, moi je suis désolée pour vous. On est seul. Personne... C'est important pour personne. Il y a des gens qui disent chimiothérapie, il y en a qui disent que ça fonctionne pas. Pour des tumeurs qui croissent lentement, on ne sait pas quoi faire. Je parle à 3 médecins différents qui me donnent 3 avenues différentes. Alors, les limites de l'étude. Cette étude a été relativement petite. Plus de groupes ont peut-être fait ressortir différentes perspectives, différents enjeux, et également tous les participants vivent au sud de l'Ontario, alors c'est plus limité dans sa portée. Ce n'est pas une perception nationale, pardon. Alors, quoi faire? Les TNE, il faut que ce soit quelque chose de plus généralisé. L'éducation médicale continue est nécessaire pour tous les physiciens, et bien que les conférences comme celle-ci sont vraiment géniales, il faut réellement arriver aux médecins généralistes, parce que c'est eux qui les voient, les patients, lorsqu'on leur présente les symptômes. Et bien sûr, les algorithmes, les protocoles doivent être normalisés internationalement et doivent être diffusés. Je crois que c'est vraiment un problème. Aux patients, il faut que les patients en soient conscients, parce que bien sûr, les patients étaient confus par rapport au protocole et les algorithmes de soins. Nous savons qu'ils existent, mais pour une raison ou une autre, c'est très conflictuel, ils sont très contradictoires, et voilà, c'est des choses très confuses. Les oncologistes et les chirurgiens qui travaillent avec des cancers qui sont rares, comme les TNE, devraient être soutenus au niveau financier, et les ressources éducationnelles sont nécessaires pour les patients. Beaucoup de patients ont dit que c'est eux-mêmes qui se sont informés sur Internet, et ceci, comme vous pouvez l'imaginer, peut vraiment être beaucoup trop. C'est de la littérature académique, c'est difficile à comprendre pour eux. Bien sûr, c'est une réalité que beaucoup de médecins n'ont tout simplement pas le temps de s'asseoir et d'éduquer leurs patients de manière importante. Alors réellement, il y a un besoin d'avoir des informations faciles à comprendre, qui soient donc disponibles pour les patients. Et également, ce matériel devrait être placé dans les bureaux des médecins. Les navigateurs de patients sont nécessaires pour préciser la stratégie thérapeutique de chaque patient. Alors, par exemple, s'il y a une infirmière qui peut les aider à assimiler l'information auquel ils doivent faire face, ça les rendrait plus confortables, plus à l'aise. Et s'il y a quelqu'un pour répondre à des questions de plus de base qu'ils ne pouvaient pas poser à leur médecin, ça serait quelque chose de très réconfortant. Les centres d'excellence doivent être développés au Canada. Alors, on sait qu'on a Montréal et Londres, par exemple, qui sont des centres d'expertise ou d'excellence. Mais comme on l'a dit, il y a également tout cet aspect de financement et des restrictions également qui s'en viennent par rapport à accepter les patients d'autres endroits du Canada à cause du financement pour ces traitements très chers. Mais c'est quelque chose qui, je le crois, comme ça a été mentionné avant, on doit y travailler pour que les patients n'importe où au Canada puissent avoir un accès égal à ces ressources et ne pas avoir à aller à des centres différents. L'autre côté de ça, c'est comme une gestion du cancer en silo au niveau provincial, où les patients sont diagnostiqués ou traités ou à des endroits différents. Et ça aussi, ça peut contribuer à un processus déjà très compliqué pour eux. Les traitements de fine pointe, en termes de financement au Canada,
La fine pointe, évidemment, c'est un terme très délicat à utiliser. Je crois que beaucoup de patients sentaient qu'au moins certaines des choses qu'ils ont fait faire dans d'autres pays devraient être faites ici. Mais il y a beaucoup de facteurs par rapport à la qualification pour ce genre de financement, dont ça rend plus difficile l'accès à ces choses ici au Canada. Comme par exemple les traitements radionucléotides ou certaines tomodensitogrammes ou etc. ou la tomographie par émission de positons. Alors, on aimerait remercier Tania Heinzman de Heinzman Research pour la possibilité de faire ce travail. Merci.